Alors bonjour et bienvenue à tous. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que d'éventuels retardataires nous rejoignent pour débuter. Juste très rapidement, je m'appelle Émile Thira, je travaille avec TrainingView AST. Merci pour le retour. Je travaille avec TrainingView AST et je vais animer ou plutôt co-animer avec Jean le webinaire de ce soir. Voilà pour ma part. On va pouvoir, je pense, commencer maintenant. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous à nouveau. Merci Jean de prendre le temps ce soir de nous parler de ton parcours, de tes concours. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît, aux spectateurs? Alors du coup, je vois qu'il y avait pas mal, il y a pas mal de gens enfin, il y a trois, quatre personnes que je connais qui sont qui sont dans le live. Mais donc, du coup, moi, je suis étudiant en pharma. Donc, j'ai fait pharma avant d'intégrer l'ESSEC. J'ai choisi le track, donc industrie et recherche. Et j'ai intégré via les admissions parallèles le programme Grande École de l'ESSEC. Et donc, du coup, là, je suis en M1, parce que quand vous faites les AST, vous n'avez pas l'année de pré-master comme si vous faisiez prépa. Et donc, du coup, là, ma première année à l'ESSEC, elle est équivalente pour la sixième année de pharma. Et donc, du coup, j'aurais fini pharma à la fin de ma première année de l'ESSEC. Voilà. Très bien. Est-ce que ça te dérange de revenir un peu plus en détail peut-être sur ton parcours étudiant pré-ESSEC pour qu'on puisse réussir enfin, à te situer Ouais. un peu dans le cadre des concours AST, d'où tu viens, etc. Alors, donc, du coup, on a enfin, l'Université de Paris-Cité, elle a un partenariat avec l'ESSEC qui nous permettait de candidater en 4. Donc, c'est l'équivalent de la L3, si vous voulez. Mais maintenant, je sais que l'ESSEC accepte des L3 depuis très peu. Je sais pas depuis combien de temps, mais peut-être depuis 1 ou 2 ans. Et donc, du coup, en quatrième année, j'ai postulé à l'ESSEC et j'ai été pris. Et donc, du coup, j'ai dû faire un report d'admission pour aller en sixième année, parce que la cinquième année en pharma, on est obligé de faire un stage d'application, un stage hospitalier, en tout cas dans un hôpital pendant 5 mois. Et après, j'ai intégré, mais si après, on va rentrer plus en détail dans tout ce que j'ai fait pendant mon parcours universitaire, mais en soi, globalement, c'est comme ça que j'ai réussi à intégrer l'ESSEC, c'est via en parallèle, donc en parallèle des études, la quatrième année, j'ai intégré. Et il faut savoir que si on échoue à la quatrième année, pour les personnes qui ont fait l'ESSEC, on peut l'intégrer en cinquième année. Donc, on a deux chances. Voilà. Si tu regardes en arrière, dans ces expériences académiques que tu as pu avoir, je pense notamment à ton pass, à ta prépa pass, Ouais. est-ce qu'il y a des expériences académiques ou personnelles qui t'ont particulièrement préparé à la suite, qui t'auraient fait grandir en tant que personne et qui auraient pu participer justement à la construction de ton projet actuel? Ce qui m'a fait grandir en pharmacie, c'est énormément, enfin, c'est d'avoir combiné à la fois la rigueur scientifique et la pharmacie. Et donc, du coup, ça a permis d'avoir un esprit de synthèse qui est extrêmement important, d'apprendre une quantité d'informations importante en très peu de temps. Et surtout, l'université, bah, on est en toute autonomie. Donc, si on n'a pas envie d'aller en cours, on peut ne pas aller en cours. Mais dans ce cas-là, après, il faut payer l'addition. Donc, en soi, il faut travailler et aussi tout ce qui est projet de recherche et aussi tout ce qui est... Parce qu'en fait, l'université, on a énormément de temps pour faire plein de projets. Et donc, du coup, bah, moi, j'ai pu travailler à l'officine, j'ai pu faire des stages qui sont appliqués à la pharma. J'ai pu également faire de l'associatif, énormément d'associatifs. Ça a vraiment bercé un peu mon parcours universitaire. J'ai été président de l'association Pharma Paris 5 où on organisait le ski, on faisait des événements d'envergure assez importante avec pas mal de gens. Et donc, du coup, j'ai réussi, à côté de ça, pas d'avoir seulement la rigueur scientifique qu'il fallait avoir, mais également d'acquérir quelques soft skills via via la curiosité, en fait, que j'ai pu avoir. Excusez-moi, la curiosité que j'ai pu avoir. Et donc, tout ça, ça a permis, enfin, en soi, tout ce que vous faites pendant votre pendant votre parcours en amont, vous allez voir que ça va vous servir pour les AST, parce que tout peut être mis en valeur. Et comment vous apportez l'histoire et la manière dont vous l'avez faite, c'est valorisé quoi qu'il arrive. Donc, en vrai, c'est comme ça c'est comme ça que j'ai pu, enfin, tout ce que j'ai pu retenir de mon universitaire, c'est vraiment les assos, les cours, la rigueur, l'autonomie.
et la curiosité, parce qu'on a énormément de temps. Mais je pense qu'en école de commerce, c'est un peu pareil, mais peut-être un peu moins parce on a cours un peu tous les jours, donc ça a un peu changé, quoi. Tu parlais, t'évoquais quelques expériences professionnelles. Est-ce que tu pourrais revenir rapidement dessus, Ouais. s'il te plaît? Alors du coup, en deuxième année, du coup j'ai fait ma passe, j'ai intégré pharma. En deuxième année, du coup j'avais cours normal et j'ai intégré l'association Pharma Paris 5, qui est l'association, en fait c'est une association qui anime la vie du campus. Et en troisième année, il faut que vous choisissiez, enfin ça c'est spécialement en pharma, mais vous choisissiez un master. Donc moi j'avais choisi un master en immunologie de recherche. Et j'avais intégré en parallèle aussi une association, l'association humanitaire de la faculté de pharma. Et également, je suis devenu vice-président partenariat et j'ai aussi intégré l'association sportive. Donc en vrai, il y avait énormément d'assauts et c'est ça qui faisait qu'on rencontre du monde, on rencontre des anciens, on fait des rencontres inopinées. En fait, plus on rencontre du monde, mieux c'est. Et en vrai, faut pas s'auto-censurer en disant, bon, écoutez, ça se trouve, je vais me faire chier à lui demander est-ce que tu peux m'aider ou des questions. Là, je suis ici avec vous alors qu'il est minuit 30. Mais voilà. Et après, en quatrième année, du coup, je suis devenu président et c'est là où j'ai fait mon premier stage à la GEPS aussi. Donc, c'est l'Agence générale et équipement des produits de santé. Et ça, c'est en gros, si je peux vous expliquer, il y a tous les hôpitaux de Paris, donc de la PHP, et la centrale, donc ça s'appelait la centrale anciennement, maintenant c'est l'Agence des équipements et produits de santé, qui va, donc il y a une branche médico-éco, et il y a une branche très clinique, et la branche médico-éco, moi j'étais dedans, et donc du coup on fait des analyses toute la journée de façon à faire des économies au sein de la PHP, de façon à se rentrer enfin, de façon à avoir se rentrer dans le budget. Et si, par exemple, si un labo veut faire rentrer son médicament dans les hôpitaux de Paris, parce qu'il n'y a pas tous les médicaments dans les hôpitaux de Paris, ils sont obligés de passer par cette centrale et on doit analyser à la fois la fiche technique, donc de façon à comprendre si elle est meilleure par rapport au marché. Donc, par exemple, par rapport à est-ce que ça va faire des économies par rapport à une molécule qui est concurrente ou pas. Et donc, il y a plein d'enjeux qui rentrent dedans et c'était hyper intéressant. Et en cinquième année, du coup, c'était un peu plus tranquille parce que j'ai été accepté. L'année de quatrième année, c'était vraiment horrible parce qu'il y avait vraiment, j'avais trop de trucs à faire et c'était vraiment très, très compliqué de tout allier. Et du coup, on fait un stage à l'hôpital. Moi, je l'ai fait à Cochin en cardiologie et hématologie bio. Et après, on a un stage d'application, si on choisit le track, industrie et recherche, pour marquer en fait la fin de ces études de pharma. Parce qu'après, ensuite, les gens choisissent un master. Donc, ils peuvent choisir un master et se retrouver avec des gens en bio ou des gens en ingé. Enfin, vraiment, c'est très vaste. Mais ils doivent juste faire une année de master. Donc, moi, c'est l'ESSEC du coup. Et mon stage d'application, je l'ai fait chez Cencora. Donc, c'est un grossiste répartiteur américain qui a racheté un grossiste en France. C'était le deuxième. C'était Alliance. Et j'ai travaillé en tant que business développement et trade marketing. Donc c'était hyper cool. C'était bah, là cet été avant de partir à Saint-Gap, quoi. Donc voilà, c'est un peu tous les stages que j'ai fait et les D'accord. expériences que j'ai pu avoir. Donc des expériences dans un premier temps plutôt médico-pharmaceutiques, si je peux le dire comme ça. Quelles ont été les motivations dans ton parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre une école de commerce et à te retourner vers les écoles de commerce alors qu'à l'origine, tu avais un profil plutôt scientifique? En soi, enfin, moi, c'est ma vision après. Quand les gens choisissent industrie et recherche, c'est un peu par défaut, je pense. Dans le sens où l'officine, il faut savoir que quand on est en officine, on ne peut pas retourner en industrie recherche. Alors quand on est en industrie recherche, on peut retourner en officine si on a envie. Et je pense qu'on ne fait pas assez de stages et on découvre pas assez l'industrie. Bah, par exemple, mon premier stage en industrie pharmaceutique, c'était à la GEPS, donc c'était à l'hôpital. Mais c'est moi qui l'ai fait de mon plein gré pour voir comment ça se passait un petit peu. Mais le seul stage qu'on va avoir, c'est une fois qu'on a choisi le track donc industrie recherche. Et donc ça se trouve, ça va pas nous plaire. J'en connais plein qui retournent par exemple en officine parce que ça leur plaît, enfin ça les fait pas kiffer. Ou alors, euh, ou alors c'est compliqué. Enfin, ou alors c'est compliqué. Et après, il y a aussi l'internat où il faut passer le concours. Et je connais même des gens qui ont fait l'internat, qui ont réussi l'internat, qui ont pas kiffé, qui sont retournés en industrie et recherche. Et je pense que l'école de commerce, c'est la voie la plus.
polyvalente dans le sens où avec une école de commerce, tu peux faire, ça t'ouvre des portes de partout et si tu choisis le bon domaine au bon moment, si tu arrives à combiner les deux, je pense que tu peux faire une sorte de synergie qui fait que tu peux choper des postes qui sont vraiment, pas mal dans l'industrie pharma. D'accord, sur des postes de manager qui pourraient Exactement. apporter à plus de responsabilités, plus des Parce qu'en postes soi, en pharmacie, on intéressants. nous apprend pas trop à manager. Enfin, on nous apprend pas du tout le management, en fait. On nous apprend vraiment tout ce qui est scientifique. Donc, vraiment, bah, les médicaments, le parcours de vie du médicament de A à Z, quelle agence il faut contacter, etc. Et par contre, tout ce qui est finance, comptabilité, des choses qui sont assez importantes, je pense, pour être un bon manager, puisqu'il faut être un peu touche à tout, bah, ça, c'est complètement passé un peu à la trappe. Donc, je pense que c'est plus complémentaire qu'autre chose. Enfin, je... Ouais. Euh, Tu parlais justement de parcours par défaut et peut-être de certains manques des écoles de pharma. Est-ce que tu observes un intérêt particulier des étudiants pour les écoles de commerce ou c'est quelque chose qui est encore assez minoritaire et rare? En pharma, Ouais, ou... Ah, en pharma, il y a justement, je pense que c'est sur une courbe exponentielle. Il y a énormément de gens qui veulent intégrer une école de commerce. Notamment, bah, plus les années passent, plus je vois que la concurrence, elle s'intensifie en vrai. Et que les profils qui sont pris sont, enfin, ils sont de plus en plus diversifiés et les gens font de plus en plus de choses pour pouvoir intégrer une école de commerce, sachant que les AST, avant, c'était pas très connu, mais maintenant, c'est hyper, enfin, ça commence à devenir hyper connu. Mais je pense que les gens, surtout en pharma, des fois, savent pas ce qu'ils veulent faire. Et donc, du coup, font une école de commerce. Il y en a plein qui font plus du tout de pharma après. Donc, mais bon, le socle scientifique commun de pharma nous permet en soi, ça nous apporte des skills, donc la rigueur scientifique, cet esprit d'analyse. Donc, en vrai, c'est des compétences qui sont transversales. Et donc, du coup, ça permet justement de travailler un peu partout. Si on a envie de travailler en finance, on peut. Parce en soi, on est tout à fait légitime. Et je dirais même que parfois, sur certains postes, c'est un avantage d'avoir fait pharma avant, parce que les recruteurs peuvent se dire, bah, il fait preuve de rigueur, il a quand même passé un énorme, enfin, un concours national, etc. Et donc, du coup, c'est plus important. C'est un gros plus en soi. Genre, les sexes, c'est devenu, sans mentir, c'est devenu une part hyper importante du CV. Mais, et je dirais même presque un tout petit peu plus que la pharma, parce que la pharma, c'est très spécialisé. Mais quand on est docteur en pharma, ça rajoute un truc énorme. Donc, en vrai, vous partez avec un avantage, sachant que je sais que les secs target un peu les pharma. Et il y en a pas mal qui sont pris. Par exemple, dans ma promo à Saint-Gap, on doit être 6 pharma, je pense. 7 pharma, un truc comme ça. Sur une promo de 50, c'est quand même pas mal, quoi. ouais, tout à fait. On observe effectivement cette recrudescence du nombre de pharma en école de commerce. On peut avoir le sentiment de prime abord que c'est quelque chose d'assez atypique. Mais en fait, c'est des profils que les écoles de commerce recherchent justement parce qu'elles apportent de la diversité et l'école de commerce va se dire, les SEC dans ton cas, va se dire effectivement qu'il y a quelque chose à apporter et il y a une synergie, une plus-value qui va pouvoir être faite pour avoir un profil très complet. Euh, Toi, est-ce que tu avais déjà une idée, est-ce que tu avais déjà une idée claire de ton projet professionnel à ce moment-là ou c'est quelque chose qui était venu un peu en découvrant les possibilités justement offertes par les écoles de commerce? En arrivant, je savais pas trop. Et en fait, il y avait un stand ESSEC qui était au forum de l'asso Liaison étudiante et entreprise. Et du coup, je suis allé leur parler. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une multitude, enfin, que ça t'ouvrait énormément de portes. Enfin, tu pouvais travailler vraiment n'importe où. Et puis, vu que l'ESSEC, c'est une target school en soi, c'est plus facile d'espérer avoir un bon poste après. Et ensuite, également, parler aux alumni, c'est très important. Donc, les alumni, enfin, vous pouvez faire un truc tout simple, hein. Vous tapez pharma et sec sur LinkedIn et vous pouvez voir à peu près où ils sont. Et je pense que c'est assez objectif c'est assez objectif
comme pensée et surtout d'avoir une idée claire de ce qu'on veut faire après l'industrie pharmaceutique en tapant juste pharma et sec sur LinkedIn et c'est comme ça, petit à petit en discutant avec les gens, mais très rapidement. Je pense qu'en troisième année, je savais exactement que je voulais intégrer les secs et même je te dirais qu'en quatrième année, c'était soit les secs, soit je partais en off, je pense. D'accord, justement, et pourquoi l'ESSEC plus qu'une autre école, c'était très lié à ce qu'elle pouvait apporter, à ses spécificités ou En fait, moi, j'ai fait un master en immunologie en troisième année. J'ai fait un master en droit et économie de la santé. Et donc, mon master en immunologie m'a permis de, en fait, travailler sur des thérapies innovantes et de comprendre comment, en fait, on allait réussir via des recherches à développer un médicament, un médicament candidat. Et ensuite, après, droit et économie de la santé, ça a vraiment attisé ma curiosité de savoir comment, d'un point de vue financier, on va réussir à rendre ce traitement disponible pour tout le monde. Et donc, du coup, parce que, en fait, pardon, je suis désolé, mais la valeur du médicament, enfin, quand on va faire des recherches, on a plein de steps à passer et c'est extrêmement compliqué de savoir si on va avoir un retour sur investissement parce qu'il suffit qu'au dernier moment, le médicament présente un danger et donc du coup, on a perdu tout l'investissement en R&D, quoi. Et donc du coup, c'est extrêmement compliqué. Je me suis dit, bon, j'ai besoin de skills en finance, j'ai besoin de skills en compta, j'ai besoin de skills en management parce que bah, forcément, tu seras amené à travailler en équipe. Est-ce que tu Enfin, quel master pour toi te serait le plus cohérent pour justement arriver à ce but de savoir t'investir justement, par exemple, je sais pas, mais en private equity, en venture capital, dans un fonds en santé, qu'est-ce qui va te permettre justement de pouvoir travailler là-dedans? Et donc du coup, il n'y a aucun master, je crois, qui te permet de travailler là-dedans, sauf une école de commerce, si je ne me trompe pas, hein. Mais en tout cas, si on veut avoir à 360 degrés toutes les clés et vraiment clés en main pour travailler là-dedans, je pense que c'est une école de commerce qu'il faut. d'accord. D'autant plus que sur des questions spécifiques de santé, l'ESSEC propose également une chaire santé et des cours Ouais. plus spécialisés directement en lien avec La les chère questions. innovation en santé de Karine Lamiro. Et franchement, je sais qu'il y a plein de gens qui le font. Donc moi, je suis à Singapour, du coup, pour l'instant, je ne l'ai pas, mais je pense que quand je reviendrai à Cergy, je l'apprendrai. Mais pour l'instant, de ce que j'ai entendu, tu rencontres énormément de beau monde, si on peut dire, avec des gens qui sont bien placés dans l'industrie pharmaceutique, qui ont un réseau important et des partenaires avec Sanofi. Et donc, si c'est ça permet vraiment de. En vrai, il y a un prolongement en soi de son parcours en pharma, puisque tu rencontres énormément de gens d'horizons diverses, et même enfin, des parents d'amis qui sont pharmaciens dans l'industrie pharma. Et donc, du coup, ça te permet justement de pouvoir discuter avec eux, d'élargir ton réseau, c'est hyper important aussi. Ils peuvent te donner des conseils. Et en soi, ça, c'est vraiment cool. Donc, ouais, c'est ça. On aura le temps d'en parler un peu après, mais c'est important quand on prépare un dossier de candidature, justement, de se renseigner sur ses spécificités, sur les programmes, sur les cours et sur les avantages qu'ils peuvent avoir dans le cadre d'un projet professionnel que propose chaque école. Et donc, à l'ESSEC, il y a cette question de chaire innovation santé qui peut être intéressante dans le cadre d'un profil pharma comme le tien. Justement, sur les concours, comment est-ce que tu as entendu parler des concours AST? Comment t'es venu cette idée? Bah, encore une fois, c'était en parlant avec les vieux, enfin, les gens qui ont fait pharma et sec avant. Et donc, du coup, et il y a aussi, comment elle s'appelle? Caroline Rouvière, je crois. Rouvière, c'est une dame qui est à l'ESSEC et qui vient sur les différents campus pour présenter le Qui est la programme. le responsable des recrutements ou quelque chose comme ça. J'ai discuté avec elle. Et donc, du coup, elle m'avait dit, bah, faut passer le TOEIC, faut passer le TAGE. Le TOEIC, c'est un test d'anglais. Et le TAGE, c'est un test de logique. Bon, c'est beaucoup de rabotage. Ouais, c'est beaucoup de rabotage. Et donc, du coup, il faut travailler. Mais si j'avais pu honnêtement, parce que moi, j'ai pas pris de prépa, mais si j'avais pu honnêtement prendre une prépa, j'aurais pris, parce que ça te permet d'être cadré, en fait, et de pouvoir justement accorder du temps, parce qu'en vrai, ça prend énormément de temps. Et si vous postulez, parce que moi, j'ai postulé qu'à l'ESSEC, mais si vous postulez à plusieurs écoles en même temps,
Vaut mieux être cadré parce que vous devez faire un dossier par école, vous devez donner les tests par école. Il y a certaines spécificités avec d'autres écoles. Les oraux sont différents en fonction de l'école que tu passes. Et à vrai dire, ce qui est le plus important, c'est vraiment de préparer bien en amont et de faire relire ses essais, ses lettres de motifs, c'est ceci, c'est cela. Ça prend énormément de temps en soi. Donc, une prépa, en vrai, ça vous permet, je pense, de vous cadrer, d'avoir des bons conseils, parce que bah, des étudiants, ils envoient des milliers et des milliers. Et donc, du coup, ouais, si j'avais pu, j'aurais pris une prépa. Mais pour l'instant, j'en ai pas prise. Enfin, j'en ai pas pris, mais je pense que vraiment, j'en aurais pris une parce que vraiment, j'étais vraiment sous l'eau en quatrième année. C'était très, très, très compliqué hein, pour moi. Les avantages d'une prépa, effectivement, ça peut être d'arriver clé en main au moment du dépôt du dossier avec les spécificités de chaque école, avoir eu des conseils et un accompagnement un peu plus personnalisé sur des sujets de préparation au Taj-Maj, au TOEIC, mais également sur les essais dans le cadre des candidatures top 3. On évoquait le Taj-Maj. Quelles sont pour toi les clés d'une bonne performance Taj-Maj? Bon, en vrai, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Vous achetez des livres et vous faites tous les exos en temps réel. Moi, j'avoue que je suis pas un très bon exemple, parce qu'en vrai, j'ai pas pu le travailler comme j'aurais voulu le travailler, et donc du coup, j'ai pas eu une note. Je vous avoue que cette note, elle m'avait mis un peu KO. Enfin, genre, dans le sens où j'étais un peu stressé, dans le sens, je sais que pour pharma, par exemple, il faut avoir ancienne notation. Il fallait avoir 300 sur 600 pour passer, donc 10 sur 20. Et c'est un petit fun fact, mais moi, j'ai eu 300 tout pile. Donc, je savais pas si c'était 300 et plus ou 300, enfin 301 et plus, que j'étais un peu stressé. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis que, parce que à ce moment, j'étais aussi président d'assaut, j'avais mon master en droit économique de la santé, je travaillais à la pharma le samedi. Enfin, c'était hyper compliqué pour moi de m'organiser. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous dis que si j'avais pu prendre une préva, je l'aurais prise. Parce que au moins, j'étais obligé de m'accorder du temps et j'en ai pas du tout accordé. Et donc, du coup, c'était du stress un peu inutile. Mais donc, du coup, c'était, Et, c'était quoi? et pour Ouais. le TOEIC, t'as eu l'occasion de le travailler aussi un peu ou ça a été comme le Taj-Maj? Alors, pas du tout, j'ai pas pu le travailler non plus. En vrai, j'ai un bon niveau en anglais, mais je me rappelle que j'ai pris la dernière session de. À chaque fois, j'ai pris la dernière session de tout. Donc, par exemple, je pouvais plus le repasser. Et je connaissais presque pas le format du TOEIC quand j'y suis allé. Je connaissais parce qu'on m'en avait un peu parlé, mais je savais pas qu'il fallait être concentré pendant 2 heures, 2h30. Et donc, du coup, bah, je l'ai passé en rentrant de Amsterdam. Enfin, on avait emmené des étudiants à Amsterdam. Et je suis arrivé le matin et l'après-midi, je passais mon TOEIC. J'ai eu, je crois, un truc genre 880. Mais en soi, ça veut rien dire. Si vous connaissez pas le format du TOEIC, c'est compliqué d'avoir une bonne note si vous y connaissez rien. Mais en soi, par exemple, là, je suis à Singapour, les cours sont en anglais. Je m'y connais très. Enfin, c'est très fluide, quoi. Il y a pas de problème. Je pense que le TOEIC, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça reflète pas vraiment ton niveau en anglais. Je pense que ça reflète plutôt ta capacité de concentration à écouter et à lire pendant 2h30, quoi. Ouais, effectivement, et comme le Taj-Maj, en fait, c'est un exercice qui est assez répétitif, avec des méthodologies à connaître et avec lesquelles c'est important de se familiariser. Et c'est pour ça qu'on préconise quand même de s'entraîner avant régulièrement, si possible, pour essayer de comprendre ces logiques et ces mécanismes. euh, et effectivement d'essayer de passer sur plusieurs sessions pour maximiser les chances d'avoir une note élevée. Moi, je vous conseille vraiment de prendre le maximum de sessions que vous pouvez et vraiment de travailler correctement parce que j'étais pas très bien. Je vous avoue, quand j'ai rendu mon dossier, le seul truc qui faisait tâche, c'était le TOEIC et le TAJ, où j'étais un peu en mode, bon, soit ils disent c'est pas possible, soit ils disent ok, ça va passer. Mais je vous avoue que vaut mieux être serein dans ce jeu, sachant que la concurrence, elle devient de plus en plus dure. Mieux vous montrer un meilleur aspect de vous que quelque chose un peu à 50-50, où vous n'êtes pas forcément convaincu du dossier que vous avez envoyé. Mais ouais, c'est pour ça que je vous dis qu'une prépa, une prépa qui fait à la fois tâche TOEIC et qui vous amène qui vous prépare pour les dossiers, qui vous amène pour les euros, je pense que c'est vraiment, c'est pas un must à avoir, mais ça vous permet d'avoir l'idée très claire déjà et de vous dégager du temps pour réussir. Mais c'est clair que ça peut être un gros plus
dans le processus. Enfin, ton exemple fonctionne bien. Le TOEIC et le TAJMAH sont importants, mais dans la plupart des cas, le dossier prime sur ces deux épreuves-là. Est-ce que tu peux nous parler de ton dossier de candidature? Qu'est-ce que tu as cherché dans tes expériences, dans les expériences que tu as pu évoquer précédemment avec nous? Qu'est-ce que tu as cherché à mettre en avant? Sur quoi tu as voulu t'appuyer? Alors, du coup, pour les oraux, pardon, pas pour les oraux, mais pour mon dossier, vous allez voir que vous allez avoir plusieurs, quand vous allez créer votre parcours candidat, vous allez avoir plusieurs questions. Vous allez avoir cinq, je ne sais pas si ça a changé, mais cinq essais. Donc, c'est cinq questions qui sont cinq questions ouvertes. Vous avez quatre, cinq caractères pour répondre. Et ensuite, vous avez plusieurs onglets où vous allez devoir répondre à la fois à vos ouvertures et expériences pro et tout ce qui est culture, etc. Donc, enfin, un peu. Vous allez voir que vous allez devoir détailler l'ensemble de vos expériences. Et donc, du coup, ce que j'ai essayé en pharma, de faire comprendre à l'ESSEC, et je pense que ça, c'est vraiment euh, le point le plus important si vous venez de pharma, c'est de, c'est que l'ESSEC ressentent qu'ils sont indispensables à la suite de votre parcours. S'ils ressentent pas qu'ils ont, enfin, par exemple, si vous présentez et que vous voulez devenir, je sais pas, vous voulez travailler dans le market access ou en chef de projet dans un laboratoire, vous n'avez pas besoin de l'ESSEC. Et votre diplôme en pharma vous emmènera directement, vous enverra directement au point. Et par contre, si vous dites que vous voulez travailler en venture capital, dans un fonds d'investissement spécialisé en santé, vous voulez travailler en banque d'investissement en santé, vous voulez travailler en M&A dans un labo, là, juste avec la pharma, vous pouvez pas. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à l'essai, à chaque essai. Je crois qu'à la fin, il y avait écrit voilà, voilà pourquoi l'ESSEC est indispensable à mon parcours, voilà pourquoi l'ESSEC est la pierre angulaire de la suite de mon parcours. Voilà, bref, voilà. C'est vraiment le plus gros conseil que je peux donner, c'est vraiment que l'ESSEC ressente enfin, que vous avez besoin de. Et aussi, deuxième point, il faut montrer que vous êtes quelqu'un d'assez curieux, je pense, c'est très important, parce que vous allez arriver dans une école de commerce où il y a énormément de gens de divers horizons, et je sais qu'ils essayent d'harmoniser un peu les profils, enfin, de façon à ce que tout le monde s'entende et que ça fasse enfin, une belle synergie et qu'il y ait de l'entraide, etc. Et si vous pouvez montrer à la fois votre curiosité, que vous avez l'idée de certains projets, que vous avez fait des trucs de groupe, des projets où vous vous êtes investi, que vous avez des hobbies en groupe, des associations, enfin des trucs de sport, etc. Je sais que ça, ils aiment beaucoup. Et moi, perso, pendant les euros, je m'étais fait pas mal challenger dessus. Ils m'avaient posé pas mal de questions, donc je sais que ça les intéresse. Mais tout ce que vous faites à côté, il faut que vous puissiez le mettre en valeur en soi. Mais c'est tout ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est du coup les soft skills, curiosité, entrepreneuriat aussi. Parce que moi aussi, j'ai ouvert enfin, petit fun fact, mais j'ai ouvert ma laverie automatique. Enfin, une laverie automatique quand j'avais genre 19 20 ans. Donc, c'était très drôle. Et ça, ils ont pas mal kiffé. Et des petites anecdotes comme ça qui montrent que vous êtes une personne enfin, vous n'avez pas peur de l'inconnu, c'est valorisé. Donc, ouais, c'est le plus important pour moi, c'est vraiment de montrer qui vous êtes. Il faut rester authentique, il ne faut pas commencer à raconter n'importe quoi dans vos lettres, parce que 45 minutes pour les euros, c'est long, donc ils ont le temps de voir que vous dites n'importe quoi. Et aussi de montrer que les sexes, c'est hyper important. C'est vraiment, genre, je pense, les deux conseils que je pourrais donner. Et le premier, ce serait vraiment de montrer que les sexes est indispensable à la suite de votre parcours. Ouais, c'est quelque chose effectivement qu'on préconise nous dans la rédaction de ces essais-là, c'est essayer de mettre en lien dans ce triangle-là la personnalité, donc qui vous êtes, votre parcours d'où vous venez et le projet où vous voulez aller et comment l'école est cohérente avec ces trois points-là et s'inscrit dans une logique. Mais du coup, c'est exactement ce que tu viens de dire, Jean, sur la question de la centralité de l'école, dans ton cas, l'ESSEC, dans la rédaction de ce dossier. Est-ce que dans ta préparation, il y a des erreurs que tu aurais faites et comment aujourd'hui, avec le recul, tu aurais pu les éviter, tu penses? Je pense qu'il faut être très organisé, mais vraiment très très organisé, surtout si vous candidatez à plusieurs écoles. Il faut se faire un planning, donc de dire je vais faire tant de TOEIC, tant de tâches pendant la semaine. Et aussi très important,
prenez vos dates assez rapidement, comme ça vous force à devoir être prêt pour la suite. Si vous prenez pas vos dates, tout le monde le fait, mais on tarde à prendre les dates. Et en tardant à prendre les dates, bah, on se dit, putain, j'ai le temps, je vais attendre, je vais attendre. Et au final, à la fin, on voit qu'on n'est pas du tout prêt. Et donc, bah, on a des scores comme les miens. Mais, mais voilà, quoi. Donc, je pense que le plus important, c'est de se dégager du temps et vraiment de travailler comme si c'était, bah, pour les gens qui ont été en pharma, comme si c'était un concours en fait, comme si vous étiez en première année. Je dis pas qu'il faut faire 15 heures de tâches par jour, ni 15 heures de TOEIC, mais au moins avoir la rigueur et la discipline de se dire, bon, je vais m'y mettre, je m'y mets vraiment focus 2 heures et de pas faire avec son téléphone, enfin, de pas regarder son téléphone, un film ou je sais pas quoi pendant qu'on le fait, il faut vraiment être concentré et de bien, enfin, sur les livres, de toute manière, quand vous allez faire du tâche, ou quand vous allez faire des exercices, il faut bien faire enfin, bien faire la correction pour, enfin, en fait, faut juste être en automatisme, quoi. Enfin, vous avez tous passé la première année de médecine, juste, c'est des QCM, donc faut être comme un robot. Faut être comme un robot et cocher, 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 cocher. Et vous lisez la question, vous cochez. Donc c'est de l'entraînement. Vous refaites une, deux, trois fois les exos en espérant qu'il y ait une des questions qui sont un peu similaires. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aucun. Enfin, je sais qu'il y a un petit truc avec les prépas, mais bon, je pourrais pas exactement le dire, mais pour le Taj Mahal, vous allez jamais avoir enfin, des annales du Taj Mahal parce que je crois qu'il y a un espèce d'algorithme, si j'ai bien compris, qui fait qu'il y a des questions qui retombent, etc. Et donc, du coup, c'est compliqué. Je sais qu'il y a certaines prépas, je sais pas lesquelles, mais qui envoient des examinateurs à prendre les questions par cœur. Et donc, du coup, parfois, vous avez quelques questions en avance en fonction de l'algorithme. Mais je crois qu'ils ont changé leur algorithme pour certains trucs. Mais bon, Sur les ça, questions d'algorithme, je ne pourrais pas te répondre sur je cette question-là, je m'y mais avance pas, je m'y avance pas. Mais c'est ce que j'ai compris en parlant avec certains étudiants. Mais c'est un peu tabou. un peu, oui, effectivement. Euh, Euh, on peut justement on parlait de ta préparation de ton dossier, des épreuves écrites. Après toute cette phase pré-admissibilité, il y a l'admissibilité et l'épreuve assez redoutée qui est celle des oraux. Comment tu as vécu, comment tu t'y es préparé, comment tu l'as vécu et quelle stratégie, excuse-moi, tu conseillerais pour la réussir, pour les réussir, les oraux. Alors, pour les oraux, il faut savoir que le format, c'est 45 minutes devant trois personnes. Donc, vous avez un directeur ou quelqu'un du corps académique en jury. Donc, c'est le président de jury. Ensuite, vous avez souvent un ancien alumni de l'ESSEC, donc, bah, qui est déjà dans la vie active. Et vous avez ensuite un étudiant en fin de cursus. Je sais que les AST et par exemple, les entretiens pour les post-prépa et les entretiens AST, je sais que par exemple, les étudiants qui font passer les oraux AST, c'est des gens qui viennent d'AST par souci d'équité. Et c'est pas des étudiants qui sortent de prépa, si j'ai bien compris. Enfin, c'était ma jury qui m'avait dit ça. Et donc, comment je m'étais préparé? Alors, vous avez un pitch à faire au départ. Donc, ça, je vous parle de manière très générale, hein, parce qu'il y a des gens qui se sont fait couper à la première seconde en disant, bon, je m'en fous de ta prépa, enfin, de ton pitch, viens, on commence à discuter. Et ensuite, vous allez avoir un pitch de 2 3 minutes à faire. Il faut qu'il soit synthétique et qu'il reflète après tout ce que vous avez fait de façon à lancer des perches à votre jury. Donc, c'est important. Et donc, après, c'était des questions. Je sais que l'entretien de l'ESSEC, j'en ai pas passé d'autres, hein, mais de ce que j'ai compris, c'était un des plus durs des écoles de co, parce que ça dure 45 minutes, vous n'avez pas le temps de mentir. Et ils sont assez challengeants, voire très challengeants. Ils vont poser des questions vraiment, si vous n'êtes pas prêt, ou si vous êtes un peu fragile, vous allez vous faire manger en fait. Ils vont comprendre que c'est compliqué, mais la stratégie que je peux vous donner, c'est d'être sincère, authentique, persuasif aussi, parce que des fois ça arrive sous pression que vous lâchez un petit mytho, mais il faut pas non plus qu'il soit grand, mais de façon à être convaincant. Et ça vous permet, et quoi que vous allez dire, ils vont relancer, ils vont relancer. Enfin, c'est un peu, je ne vais pas dire de l'acharnement, mais il faut que vous soyez prêt, quoi. Faut répondre, faut savoir répondre aux questions. Et si vous savez pas, ayez l'humilité de dire que vous savez pas, ou alors d'essayer de retourner la question de façon à aller sur un domaine que vous connaissez. C'était ça la strat. Si vous savez pas, bah vous essayez de tourner, puisqu'ils veulent juste voir votre capacité à rebondir.
Et si vous savez, bah, répondez et capitalisez sur la question qu'on vous a posée si vous connaissez, mais ils posent vraiment des questions de partout, hein, n'importe quel domaine. Donc, c'est pas forcément que ce que vous avez fait et c'est pas forcément ce que vous n'avez pas fait ou votre parcours extra-académique où ils vont vous parler que de ces questions. De toute manière, je pense que s'il reste qu'à la surface de votre dossier, c'est que vous les intéressez pas trop. S'ils rentrent en profondeur, c'est que vous les intéressez. Et si vous challenge, ça veut dire qu'ils sont curieux de savoir qui vous êtes et que vous êtes sur la bonne voie. En général, les gens qui sortent et qui disent j'ai trop réussi, c'était trop facile, ils sont pas pris. Mais les gens qui disent bon, ils sont un peu acharnés, ils ont posé des questions trop bizarres, pour moi, c'est que c'est bon signe. Mais encore une fois, c'est mon expérience, hein. Peut-être que je me trompe. Non, mais effectivement, les oraux prennent des formes assez variables d'un étudiant à l'autre. Alors, c'est pas forcément mathématique, disons que les élèves qui ont eu un bon ressenti, les étudiants qui ont eu un bon ressenti, soient pas pris. Mais ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est qu'il est important de bien se préparer pour être l'acteur et actif dans son oral et pas le subir, pour être capable de tendre des perches, d'aller d'un projet à l'autre ouais, c'est ça, acteur de son oral. Tu me dis, Jean, si ton expérience confirme ce que je dis là, mais de rebondir d'une expérience vers une autre pour évoquer tous les sujets qui sont importants dans dans un dossier, dans un parcours. En soi, il faut que vous voyez comme une discussion entre potes, mais toujours avec du respect. C'est-à-dire, une des erreurs que vous pouvez faire, c'est je crois que c'est trop vos potes, et donc du coup, de commencer à parler un peu en mode, bah, vous êtes mes potes, donc je vais vous répondre. Faut leur tenir tête, mais tout en étant respectueux. Par exemple, moi, la première question, c'est un fun fact, mais pour les gens qui sont en pharma, je commençais à faire mon pitch, elle m'écoute, et c'est l'étudiante qui me pose la question. Elle me dit, mais attendez, j'ai rien compris à votre pitch. Vous allez devenir docteur en pharmacie, et vous voulez intégrer une école de commerce. C'est quoi la différence entre un docteur en pharmacie et un vendeur chez Zara? Donc, par exemple, elle a posé ce genre de questions. Première question, ça te met un peu KO, tu vois. Tu te dis, oula, pourquoi elle me pose ce genre de questions? Et après, en soi, si vous lui tenez tête et que vous lui répondez correctement, avec du respect et vraiment, vous lui montrez que vous savez de quoi vous parlez, ça ira. Genre, ils attendent pas de vous que vous soyez parfait, mais que vous preniez des positions, enfin, que vous sachiez défendre un point de vue. Et c'est ça qui prime surtout, c'est qu'ils voient en soi que vous avez une personnalité, que vous savez vous exprimer, que vous savez emmener votre jury d'un point A à un point B et de faire passer des messages assez importants. C'est ça qu'ils cherchent dans une école de commerce, je pense. Mais tes questions qu'ils m'ont posées, ouais, c'était, c'était un peu chaud, ouais, mais ça va. Bon, en tout cas, malgré le ressenti et les questions peut-être un peu dérangeantes, tu as réussi à intégrer l'essai, donc félicitations pour ça. Maintenant que tu es à l'essai, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que propose l'école, dans les cours, dans la vie sur le campus, les associations, l'ambiance de manière générale? Alors moi je vais pas parler pour Singapour, mais parce que Sergi j'ai pas encore fait, mais Singapour ce qui est top c'est que vous avez c'est un campus à taille humaine. Et donc du coup vous êtes 50 par promo, c'est vraiment top pour connaître tout le monde. Vous êtes vraiment comme au lycée, donc vous allez en cours tous les jours, il y a les profs qui sont avec vous, ils connaissent vos prénoms, donc ils vous appellent par vos prénoms. Enfin c'est comme une petite team qui avance. Et ça, c'est vraiment top parce que si vous ne comprenez pas un cours, ils sont hyper contents de vous aider. C'est souvent des profs qui sont sélectionnés pour leur expertise. Donc, en soi, c'est des cours de grande qualité. Ils savent de quoi ils parlent. Souvent, ils ont eu des carrières assez impressionnantes avant. Donc, ils connaissent en plus du monde. Si vous voulez prendre des rendez-vous avec eux, vous pouvez, sur leur temps du midi, ils vont dire bah, venez manger avec moi, nani, nani, on va discuter. Ça, c'est vraiment top. Terme associatif, il n'y en a pas trop à Singapour, il y en a voire même pas. Parce qu'en gros, on est 50, donc il y a des gens qui viennent que pour 3 mois, il y a des gens qui restent pour l'année, etc. Donc en soi, il n'y en a pas. Mais ce qui est vraiment top, c'est que tu peux voyager aussi. Donc tu te crées une sorte de famille avec des nouveaux potes que tu connais pas vraiment, mais avec qui tu pars. Donc moi, par exemple, bah là, hier, j'étais à Bali, donc je suis revenu ce matin. Donc enfin, c'est vraiment top. Enfin, je pense que c'est une expérience à vivre. Les Singapouriens sont vraiment hyper gentils. C'est hyper safe comme place. Par contre, c'est un tout petit peu cher, mais en soi, c'est comme à Paris, mais en soi, c'est une expérience à vivre. Franchement, je le recommanderais quoi qu'il arrive. Et je sais que moi, avant de faire même quand j'avais été pris, euh,
j'avais douté de partir enfin, je doutais de partir à Singapour et donc du coup, j'avais envie justement de d'envoyer un mail pour revenir à Cergy, ce que je n'ai pas fait. Donc du coup, maintenant, je suis à Singapour, mais je pense que j'aurais regretté. Et voilà, donc en soi, l'ESSEC, c'est vraiment genre une top école dans le sens où ils t'apprennent vraiment des choses importantes et ton parcours à la carte où tu peux choisir tes cours. Si tu as envie de faire ce cours maintenant, tu peux le faire maintenant. Si tu n'as pas envie de le faire, tu reportes à plus tard, etc. Ça, c'est vraiment top parce que tu es en toute autonomie aussi. Ça rappelle un peu l'université. Mais ce qui est marquant aussi, c'est que tu as cours tous les jours. Par exemple, moi, j'ai pris tous les cours possibles et imaginables. Donc, du coup, j'ai cours tous les jours. Mais c'est vraiment ça qui est top. Et ce que je retiens, c'est vraiment les cours qui sont de haute qualité. Et les étudiants aussi que vous rencontrez, ils sont tous d'horizons différents. Il y a des gens qui viennent de l'IE, il y a des gens qui viennent de Monaco, il y a des gens qui viennent du Sud. Enfin, franchement, vous rencontrez du monde. Et en soi, c'est comme si vous les avez connus, enfin, comme si vous les connaissez depuis 10 ans, alors qu'en vrai, vous les connaissez depuis septembre. Mais ça vous permet justement de tous ensemble monter rapidement et de travailler, et d'apprendre. Et puis pour les gens qui ont peur de leur anglais aussi, c'est important. Euh, N'ayez pas peur, parce qu'en vrai, je pense qu'ils ont mis la barre à 850 au TOEIC pour que vous réussissiez à comprendre les cours. Mais vous inquiétez pas qu'il y a des gens qui parlent. Déjà, vous allez arriver sur un campus. Il y a des gens qui parlent pas français. Donc, je me dis que déjà, c'est compliqué pour eux. Il y a énormément de français. Donc, des fois, on est entre nous. C'est compliqué pour eux. On essaie de parler anglais. Puis, il n'y a pas de jugement. Les gens, ils s'en foutent complet si tu parles pas anglais ou si tu parles qu'anglais. Si tu parles en anglais couramment ou pas couramment, il n'y a pas de jugement. Au contraire, tout le monde s'entraide et vous allez voir qu'en vrai, en quelques mois, vous allez réussir à complètement vous immerger. Vous voyez. Donc, il n'y a pas trop de... Parler des cours qui te plaisaient beaucoup. Est-ce que tu as des exemples un peu concrets de cours qui te plaisent, qui te pensent vont te servir, qui tu penses vont te servir dans ta vie Ouais. à devenir? Alors juste un aparté, il faut savoir que en tant que pharma, vous allez avoir des réfrécheurs. Des réfrécheurs, c'est genre en mode d'une remise à niveau pour des étudiants qui n'ont jamais vu la matière. Donc par exemple, moi j'ai eu un réfrécheur en finance, j'ai un réfrécheur en comptabilité, j'ai réfléchi en maths aussi, parce qu'on fait pas beaucoup de maths en finance, et j'ai essayé de le wave, donc de le virer, mais ils m'ont dit non. Donc du coup, je dois le passer. Et en micro-éco, mais vous avez d'autres réfléchir comme Excel, opération management, vous avez plein de trucs. Et ça, j'ai réussi à les wave, enfin, vous réussissez rapidement. Et là, moi, quel cours j'ai fait? Du coup, j'ai pris le CFT, donc le Corporate Finance Track, qui est vous allez avoir plusieurs choix, hein, mais vous avez Business Management in Asia, pour les gens qui veulent faire du consulting ou du management en Asie. Vous avez CFT, donc Corporate Finance Track, donc ceux qui veulent faire de la finance. Vous avez la FinTech, donc pour les gens qui veulent travailler un peu en mode ingé avec Python, etc. Mais ça se rapproche un peu du CFT. Et les gens qui ont choisi Tech, Innovation et Entrepreneur, donc c'est TIE. Vous devez choisir votre truc. Et après, vous avez des corps. Donc, les corps, c'est des cours obligatoires, donc compta, finance, marketing, etc. Et ensuite, vous avez des électives. Ça, c'est les cours que vous choisissez. Donc, moi, les deux électives que j'ai pris dans mon truc pour l'instant, parce que le CFT, il faut avoir des prérequis et je ne les ai pas encore passés, parce que les cours ne sont pas encore passés. J'ai pris option et j'ai pris Financial Modeling with Excel. Et ça, c'est vraiment ça pour vous aider pour les entretiens et les screenings. C'est vraiment top parce que bah, c'est le genre de questions qu'ils vont vous poser plus tard. Donc, ça aide. Mais voilà, c'est les cours que j'ai pris. Mais là, vu que je suis qu'à mon deuxième mois, c'est sous forme de bloc à Saint-Gap. Donc, là, par exemple, pendant 3 mois, on va faire que de la finance. Ensuite, que du marketing ou les matières qui vont avec, et ensuite ainsi de suite. Et tu peux les choisir. Et par contre, si tu les choisis pas à Saint-Gap, faudra les choisir à Cergy. Et petite stratégie, parce que je sais que c'est un bidding system, prenez les cours prenez les cours à Saint-Gap parce qu'il n'y a pas de points. Mais prenez les cours à Saint-Gap qui prennent le plus de points à Cergy. Comme ça, quand vous arrivez à Cergy en deuxième année, vous avez genre 10 000 points pour miser sur les meilleurs cours. Et donc, les avoir. Enfin, il y a différentes stratégies. Il y a des gens qui veulent des cours nuls pour passer rapidement, mais ça dépend. Bonne stratégie en tout cas effectivement sur la mise de points avec Singapour.
Dernière question, après on va passer aux vôtres. Donc si vous en avez, j'ai vu que Lucas en avait déjà envoyé une ou deux et on y reviendra dessus. Merci Lucas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat ou dans l'espace dédié aux questions. Dernière question de ma part. Si tu devais donner un conseil à un étudiant qui, comme toi, vient d'un parcours universitaire, d'un parcours un peu pharma, médecine, et qui aimerait grandement, rêverait d'intégrer les SEC, quel serait-il? Je dirais de croire en la valeur de son parcours, même s'il est différent, de toujours, enfin, venir d'un cursus universitaire comme la pharma, c'est top, mais venir d'un autre cursus, c'est bien, très bien, même à partir du moment où tu l'avances bien, retenir et faire une introspection de soi-même, c'est-à-dire de dire, bon, je viens de ce cursus, qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ai fait cette expérience, qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ai fait ça, qu'est-ce que ça m'a apporté? De toujours le relier à l'école de commerce quand vous allez candidater. Pas d'autocensure, c'est pas parce que, par exemple, moi j'aurais pu très bien m'autocensurer avec un 300 au otage et un 800 70, je sais plus, 70, 80 au truc, j'aurais pu m'autocensurer en disant, bon, j'attends et je le repasse l'année prochaine. Et en soi, aujourd'hui, je suis ici, donc vraiment, c'est de pas s'autocensurer, de croire vraiment en la valeur de son parcours, c'est important. Et justement, de faire une liaison avec l'ESSEC ou une autre école de commerce si vous avez vraiment envie d'intégrer cette école, c'est voilà, et d'être organisé, de préparer en amont. Mais c'est comme une recherche de stage, en fait, il faut le rechercher, faut commencer à préparer bien, bien, bien avant. J'en pensais pas, moi je l'ai fait en 3 mois, mais c'était vraiment 3 mois horribles. Mais je vous conseille le plus vite vous vous préparez, le mieux c'est. Et voilà, juste pas d'autocensure, quoi. Donc foncez, et en vrai, vous ne le regretterez pas vous, une fois que vous êtes pris. Ça vous ouvre énormément de portes. Ouais, je pense que c'est ça en soi. Juste croyez en vous, parce que si vous croyez pas, c'est compliqué, quoi. Mais ouais. Effectivement, c'est important de croire en soi et d'être capable de défendre son parcours sincèrement pendant les entretiens et les oraux. Parce que c'est quelque chose qui se voit, que les jurys perçoivent et qui peut être important dans la façon dont eux vont évaluer la sincérité de votre démarche et donc l'intérêt pour eux de vous prendre dans l'école en question. On commence sur les questions, le temps de Q&A. Alors, Lucas avait envoyé une question sur tes notes de TAGE et de TOEIC. Est-ce que tu pourrais les rappeler, s'il te plaît? J'ai eu anciennes notations, hein. J'ai eu 300 otages, du coup, et au TOEIC, la première fois, donc bah, celui que j'ai rendu, j'ai eu 870, un truc comme ça. Il faut avoir 850 au minimum. Mais c'est pas ouf. Franchement, si vous pouvez avoir mieux, faites largement mieux. Surtout si vous n'avez pas trop de choses à raconter à côté, ou par exemple, vous n'avez pas trop si vous n'avez pas trop d'expérience associative je sais pas, d'expérience professionnelle ou de stage, je pense qu'il faut maximiser son score parce que c'est ce qui peut faire balancer la balance. Enfin, ce qui peut faire pencher la balance, c'est de justement maximiser votre tâche et votre TOEIC parce que c'est hyper important. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas fait grand-chose en pharma, qui n'ont pas d'association enfin pas d'association professionnelle, pas d'association, enfin pas d'expérience professionnelle, enfin d'association professionnelle, pas d'expérience ni pro, rien, et qui sont passés en travaillant qu'à la pharma parce qu'ils avaient des bons scores en tâche et au TOEIC. Et aussi parce que leur parcours, je pense, enfin, leur ambition était intéresser les secs, mais ça peut, ça rapporte je pense que ça apporte énormément de choses, mais je pense que ça peut aussi être extrêmement traite si vous avez un mauvais score et vous pouvez justement être recalé juste parce que vous avez un mauvais TAGE et TOEIC, parce que je pense qu'ils estiment que si vous avez du temps, parce que vous faites rien, vous pouvez travailler votre TAGE et TOEIC et ça montre en soi l'investissement que vous voulez faire, enfin l'investissement que vous avez mis pour intégrer une bonne école de commerce. Mais voilà, si, Ouais. si j'ai répondu à ta question. Non, mais effectivement, c'est un élément qui est complémentaire au reste du dossier, qui est important, qui est regardé quand même par les différentes écoles au moment de la sélection des dossiers. Sur le Taj il y a eu une réforme récemment qui enlève les points négatifs sur les mauvaises réponses et donc qui mécaniquement, mathématiquement, rehausse les notes demandées par les différentes écoles. Sur les SEC, aujourd'hui, on va plus s'approcher des 400.
que ce qu'il y a pu avoir effectivement il y a 2 ans pour Jean. Alors, on avait une deuxième question de Lucas, je les prends dans l'ordre dans lesquels elles sont arrivées. Quel travail, dans quel travail te projettes-tu après? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors moi j'aimerais bien travailler j'aimerais bien travailler soit en c'est pas très original mais c'est ce que j'ai présenté, mais en venture capital ou en private equity, donc dans un fonds en santé. J'explique ce que c'est ou pas? Peut-être brièvement, on va pas s'attarder non plus là-dessus, mais enfin brièvement, Le venture, enfin, en soi, c'est des fonds d'investissement qui vont investir dans des startups. Donc, le venture capital, c'est en early stage. Donc, c'est vraiment une startup qui est naissante. Donc, c'est très risqué d'investir dedans. Private equity, c'est plus des entreprises qui sont déjà matures. Et donc, du coup, nous, on va investir de l'argent pour pouvoir la développer. Et donc, le fonds rentre dans le board et vous allez conseiller en fait l'entreprise. Et ensuite, vous faites une plus-value en revendant vos parts. Et en soi, travailler dedans, du coup, vous devenez analyste et enfin, il y a des dossiers de start-upers qui viennent et vous les analysez et vous conseillez le fonds en disant, bah tiens, il faut investir dans cette start-up. Et donc, pour un fonds d'investissement en santé, parce que je pense qu'avec un background en santé, c'est top de comprendre comment, bah, justement, les dossiers qui sont déposés, avoir un plus par rapport à un mec qui sort juste d'une école de commerce, de comprendre comment, le médicament va fonctionner, est-ce qu'il y a un marché dessus, est-ce que c'est une maladie avec une prévalence qui va augmenter. Enfin, voilà, c'est ça ce que je veux faire plus tard. Et aussi, pourquoi pas, aussi du conseil en santé, en strat. C'est, parce qu'il y a il y a, dans les cabinets de conseil les plus gros, il y a souvent des practices en santé, donc des gens qui viennent, des entreprises qui viennent pour avoir des conseils sur comment faire entrer son médicament sur le marché, ou alors un truc totalement différent, mais comment augmenter les profits de l'entreprise. Et donc, c'est un peu ça ce que je veux faire. En tout cas, genre, j'aimerais bien mêler les deux et de pas abandonner la pharma. Genre, d'utiliser les skills de la pharma pour pouvoir aller loin avec l'école de commerce. Voilà. Oui, d'accord. Oui, effectivement, mais du coup, tu as un projet, et ce qui est intéressant aussi pour l'école, c'est que tu as un projet qui met en lien, notamment sur les questions de santé, d'investissement dans la santé ou de conseil dans la santé, qui met en lien ton parcours pré-école de commerce et des secteurs qui sont plus propres aux écoles de commerce, comme le conseil, le venture capital Ouais. ou le private equity. Une question d'Alric maintenant. Et tu en as déjà donné une tout à l'heure. Est-ce que tu te rappellerais d'autres questions un peu déroutantes que tu as pu avoir en entretien? Ouais, j'en ai eu pas mal. J'ai eu une question à un moment, il me regarde et je sais pas pourquoi il me dit, il se rapproche de moi parce que vous allez voir la table, si vous passez les horaires de l'ESSEC, la table elle est vraiment toute petite, hein. Donc c'est comme si vous étiez à un café avec vos potes. Il se rapproche de moi et il me dit, qu'est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez de la neuvième symphonie de Beethoven? Du coup, moi, j'ai regardé, j'étais en mode, bon, bah, je sais pas. Du coup, j'essaie de rebondir parce qu'en gros, j'avais fait un peu de piano. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il m'avait posé cette question. Mais j'ai dit que je connaissais pas trop Beethoven, mais je connaissais Chopin. Je l'avais lu dans le métro avant en me disant, est-ce que enfin, dans le RER, s'il me pose une question dessus, au moins je sais. J'ai sorti un petit truc, il a bien aimé, il a fait très bien, c'est top, etc. J'ai eu ça. Bah, après, la première question aussi, elle était pas très cool. Et aussi, qu'est-ce que vous pensez, parce que j'ai fait du tennis aussi, mais qu'est-ce que vous pensez, enfin, est-ce que vous pouvez me citer un film que vous avez vu au cinéma? Donc, soit je lui sortais la série de Zendaya qui faisait du tennis, soit je lui sortais le film qui est de l'autobiographie de Serena Williams. Bon, j'ai sorti la deuxième option, logique. Et après, il m'a demandé ce que vous pensez que ce genre de management du père est pas toxique. Est-ce que vous pensez que ça vous choque pas? Aussi, on m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes en entreprise? Tout ce qui est RSE aussi, ils aiment bien. Est-ce que vous pensez pas qu'on en fait trop pour les femmes, l'égalité des sexes, l'égalité des salaires? Est-ce que vous pensez pas qu'on s'en fout finalement? Enfin, c'est un peu des questions comme ça. Enfin, ah oui, question axée très pharma, c'était qu'est-ce que vous pensez de l'ubérisation du médicament? Donc, la livraison des médicaments. Est-ce que vous êtes allé faire la grève et manifester dans la rue quand il y avait la manif des pharma? Est-ce que vous pensez pas que les pharmaciens, c'est des gens rats, enfin, en soi, des gens qui pensent qu'à leur argent, parce que vous voulez le monopole du médicament, vous voulez tout, vous voulez l'argent,
enfin, vous voulez tout. Est-ce que vous pensez pas que c'est contre-éthique? Vous me dites que vous êtes éthique, mais vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique, alors vous empoisonnez les gens avec vos médicaments pourris. Sinon, ça ferait longtemps qu'un médicament serait sorti pour résoudre tous les mal-être de la Terre. Enfin, des questions un peu, voilà, Oui, quoi. Enfin, déroutantes. Ils cherchent à te ouais. bousculer, à te repousser à te pousser dans tes retranchements. Ouais, voilà, exactement. C'est des questions vraiment où on va pas vous poser la. Enfin, c'est pas une question où il y a une seule réponse, c'est une question où ils vont vous attaquer. Mais en soi, si vous répondez correctement et que vous défendez votre point de vue, ils vont être OK. Oui, Et sans en soi, doute. ils m'ont pas trop posé de questions sur mon projet pro, ni sur comment j'étais. Au tout départ, si, donc une ou deux questions. Après, je pense qu'ils ont dû voir que j'étais un peu préparé sur les questions comme ça. Du coup, après, ils ont switché direct sur des questions où il y avait pas de réponse, quoi. Donc, Mais voilà, ces questions, faut pas mal les prendre sur le moment même se bloquer sur une question qui pourrait être un peu déroutante et dérangeante. Ce que eux cherchent à évaluer, c'est votre capacité à rebondir à, et à proposer à une question qui n'est pas prévue d'avance une réponse structurée et du coup évaluer ces capacités-là, vos capacités de réaction qui pour eux seraient importantes. On a deux autres questions, Taj Maj, TOEIC, je les mets ensemble. Asma qui te demande si tu as passé le Taj Maj TOEIC en quatrième année ou si tu l'as passé avant. je l'ai passé en quatrième année. J'ai tout fait en quatrième année. J'ai tout fait en quatrième année. J'ai passé dernière session de stage. Ça devait être en avril, je crois. Enfin, dernière session pour pouvoir postuler à l'ESSEC, hein, c'est pas la dernière session. Prenez vos sessions rapidement parce que les places, elles sont pas limitées et des fois, vous allez être bloqué. Souvent, les dernières sessions, les gens les prennent. Enfin, vous allez voir, c'est complet. Et TOEIC, pareil, j'ai dû passer dans ces eaux-là, pas très. Pour vous dire, j'ai attendu mon résultat du TOEIC. Enfin, mon résultat du TOEIC est arrivé un tout petit peu avant mon résultat du TAJ. Donc j'ai vraiment fait ça au dernier moment. Mais c'est pour ça que je vous dis, faites-le très rapidement, quoi. Dès que vous pouvez. Non, non, effectivement, si vous arrivez à vous inscrire aux épreuves là, de fin de premier semestre, donc en décembre, pour avoir deux essais sur le TOEIC, c'est conseillé et ça peut être une belle occasion pour vous d'avoir une tentative en conditions réelles avant la tentative qui vous fera avoir le meilleur score possible. Et la deuxième question TOEIC que j'avais, c'était encore Aldric, qui demandait est-ce que c'était le TOEIC at home ou bien en centre d'examen? Moi, je l'ai passé en centre d'examen parce que c'est plus rapide. Enfin, non, peut-être aussi à la maison. Je pense que tu as Enfin, à partir du moment où tu le fais sur ordi, tu l'as assez rapidement. Je crois que tu l'as le soir ou 2 heures ou 3 heures après. Et au centre, c'est plus simple, je pense, parce que TOEIC at home, de ce que j'avais vu, t'as plein de trucs, tu dois te filmer avec un autre téléphone, tu dois installer un truc pour montrer que tu triches pas, nanani, nanana. Et ça, c'est un peu chiant. Alors que si tu vas direct en centre d'examen, c'est très fluide, tu rentres, tu t'installes, il y a des examinateurs qui sont là, tu as juste des barrières pour pas regarder sur l'écran de ton voisin. Mais c'est beaucoup plus simple. En soi, c'est bien plus simple. Et je crois que c'est genre 180 balles pour le passer. Après, peut-être que vous pouvez regarder avec vos universités pour comment dire, pour vous le faire payer. Je crois que des fois, ça arrive. Oui, il y a certaines effectivement écoles et universités qui prennent en charge la première tentative au TOEIC et au TOEIC surtout, le TAJMAH, je crois pas. Au TOEIC, je crois qu'il y a certaines Ouais. écoles qui le font. On va prendre une dernière question, celle de Lucas. En tant qu'AST, ça je peux répondre à la première partie, je te laisserai Jean sur la deuxième. Pour les parcours AST, on peut postuler à toutes les grandes écoles. Oui, effectivement, c'est des dossiers différents et c'est là où il va y avoir du travail et où ça peut être intéressant d'être accompagné pour avoir rapidement les clés et les spécificités de chaque école qui te permettront de maximiser tes chances pour chacune d'entre elles. Mais tu peux candidater à autant d'écoles que tu veux. C'est souvent aussi une question de que tu peux, parce qu'il faut préparer les dossiers. Mais tu peux candidater à autant d'écoles que tu veux. Et peut-être Et sur sur un dernier mot, Jean, pourquoi les secs?
Pour les sacs, en soi, c'était juste que, par exemple, à l'université Paris-Cité, c'est comme ça, mais on est obligé de. C'est soit les sacs, soit rien. Parce que c'est le seul master qui est validant pour passer en sixième année. Par exemple, tout ce qui est master spé, ça marche pas. Mais le programme en école de l'ESSEC marche pour la sixième année de pharma. Et donc, bah, moi, je m'étais intéressé qu'à cette école. Et voilà, mais je sais que dans les autres universités, genre Paris-Saclay, etc., je crois que tu peux faire tout ce que tu as envie. Par exemple, j'ai vu des gens en master en finance à l'ESCP qui ont choisi ça après pharma. J'ai vu des gens à l'EM Lyon aussi. Enfin, je pense que tu peux faire toutes les écoles de commerce. C'est juste à l'université Paris-Cité, ils sont très axés. Il faut très attention au master que tu fais après parce qu'ils détestent les gens qui abandonnent complètement la pharma, parce qu'ils disent qu'ils les ont formés pour rien. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils choisissent les masters qui sont validants. Mais voilà pourquoi j'ai choisi les SEC. C'est la seule école à laquelle je peux aller. En soi, je suis vraiment pas déçu. Je suis hyper content. Et aussi, elle est bien placée, quoi. Enfin, dans les classements, c'est reconnu et ça vous donne un passeport pour les bonnes entreprises et les bons postes, etc. Après, il faut gérer les entretiens, mais en soi, tout ça, on vous l'apprend un peu on vous l'apprend en école de commerce. De toute manière, vous êtes dans un écosystème qui est, qui est propice à votre développement personnel et vous êtes dans un écosystème qui vous permet justement de savoir quels sont les bons plans, comment se tenir en entretien. Vous avez les Career Center aussi, avec qui vous avez des one-to-one. Donc, c'est des gens qui sont là juste pour vous aider à trouver un stage, pour vous aider à trouver des bonnes entreprises, etc. De vous dire ce qu'il faut faire, relire vos CV, etc. Et c'est des gens qui sont assez qualifiés. Et donc, du coup, en soi, tout est fait en sorte de façon à ce que quand tu sortes de l'ESSEC, et même quand tu es dedans, tu es un bon poste et que tu fasses rayonner un peu l'école. Parce qu'en soi, quelqu'un qui est bien placé à l'ESSEC, je pense, pour l'école, il voudra que celui qui succède soit un mec de l'ESSEC. Mais je pense que c'est un peu comme ça. Mais, Oui, parce que c'est hyper important de toute manière. Et puis, il y a plein de. Vous allez voir, c'est la plupart des profs et la plupart des gens qui viennent faire des interventions, c'est des anciens de l'ESSEC. Donc, c'est un peu un il y a une boucle. recyclage. Mais, enfin, voilà, Euh, quoi. Peut-être moi j'ai une dernière question, peut-être pour donner des clés et des pistes à explorer dans la construction des dossiers de ceux qui candidateront à l'ESSEC. Peut-être c'est comment décrirais-tu la culture ESSEC en quelques mots? Question un peu piège, peut-être. Mais les grands axes, les grandes valeurs qui, en tant qu'étudiant, pour toi, qui ressortent et qui peuvent être chères à l'ESSEC. Tu- Petite question d'oral. Tu sais ce que ça veut dire, ESSEC? Moi? Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, ça, aussi une question qu'on m'avait posée aussi. Voilà, ça m'est revenu. Euh, je dirais que, je dirais que en soi, c'est vraiment. Ce qui est top, c'est que tu te spécialises dans ce que tu veux faire. Les profs, ils sont vraiment géniaux, donc vraiment, ils t'aident. Et les gens sont vraiment là pour toi, je trouve, hein. Après, je sais pas comment c'est à Cergy, mais les profs qui sont là-bas, ils sont de très bons conseils. Et donc, du coup, tu as cette culture de toujours te pousser loin, de toujours te faire découvrir plus. Et après, par exemple, je sais que leur truc, c'est Enlighten, Lead and Change, enfin leur devise. En soi, si vous n'avez pas envie d'innover ou quoi que ce soit, vous pouvez. Si vous avez envie d'être un salarié qui est très fort, vous pouvez aussi. Vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est cette polyvalence et de cette construction de projet où, en fait, on construit son projet en école de commerce avec des gens qui sont autour et qui t'aident. Et ça, enfin, c'est comme ça que je décrirais l'ESSEC. Après, je sais pas comment c'est dans les autres écoles de commerce, mais en tout cas, à l'ESSEC, j'ai vraiment ressenti ça quand je suis arrivé. C'est vraiment cette, enfin, cette culture de l'aide, cette culture de l'entraide qui fait que tu as envie de toujours donner le meilleur de toi-même et d'être réussir, enfin, toujours des bons plans. Par exemple, si t'as un pote qui a deux stages, qui a trouvé deux stages, bah, il peut te pistonner en disant, bah, je connais un pote, nani. Et ça, ça se fait beaucoup, en tout cas ici. En tout cas, moi, on m'a proposé plein de stages. Mais voilà, je pense que c'est ça. Après, faut connaître aussi un peu l'histoire de l'ESSEC, mais par exemple, en tout cas, en termes associatifs, ils sont imbattables, la Cergy. Et,
Et c'est là où tu rencontres du monde. Je pense que aussi, il faut rencontrer énormément de monde. Plus tu rencontres du monde, mieux c'est. Et voilà, quoi. Je pense que c'est comme ça que je décrirais les secs. En tout cas, c'est, enfin, si j'ai pas dit de mots vraiment particuliers, mais en tout cas, je vous ai donné un peu l'esprit qu'il y avait. C'était l'esprit de l'entraide. Puis vous serez mélangé avec tout le monde, hein, les BBA, les MMD, les SMIB. C'est tous les parcours spécialisés. Donc en soi, même ceux-là, enfin, vous pouvez parler avec eux. Ils sont super cool. Enfin, on rencontre énormément de monde. Et ce qui m'avait choqué aussi, c'est de rencontrer des gens avec qui on avait plein de potes en commun. Parce que le monde est très petit, hein, mais vous allez rencontrer des gens en mode ah, tu le connais, ah, ben, on le connaît. Donc, donc c'est vraiment génial, quoi. Voilà, c'est comme ça que je décrirais l'école. Eh bien, écoute, Jean, il ne me reste qu'à te remercier d'avoir pris le temps de parler avec nous, de nous avoir exposé un peu ton parcours, tes projets, ta vie à l'ESSEC. Je suis sûr que ça pourrait être utile aux étudiants qui étaient là avec nous ce soir et que je remercie également de leur présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur le compte Instagram de Training You. On vous répondra, on vous accompagnera. Euh, Jean, est-ce que tu as un dernier mot de conclusion, un dernier conseil? Bah, prenez-y-vous tôt et pas d'autocensure. Vous dites pas, par exemple, je postule pas à HEC parce que bah, je peux pas, ou je postule pas à l'ESSEC parce que je sens que je suis nul, ou il y a le SCP, ou etc. Juste faites votre dossier, donnez le meilleur que vous pouvez. Soyez fiers de rendre votre dossier, ça aussi c'est important, de façon à pas avoir de regret, de vous dire bah si j'avais pu, j'aurais fait ça, alors que en soi c'est déjà passé. Mais voilà. Et aussi, si vous êtes tête en l'air, ou si vous n'avez pas trop de temps à vous dégager, n'hésitez pas à prendre une prépa, en vrai c'est important, je pense. Et si vous avez les moyens aussi. Bien sûr. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci Jean encore une fois d'avoir pris le temps. Bonne soirée et on reste disponible si vous en avez besoin. Bonne soirée à tous.